Bonjour et bienvenue dans ce 110e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 17 février 2026. Je suis Denis Voituron, accompagné, comme d'habitude, de mes deux comparses, Christophe Peugnier et Adrien Clairbois. Bonjour messieurs. Hello, Vous allez bien? Hello. Ça va bien? Tiens, on entend une sonnerie. C'est bizarre. Quelqu'un qui sonne. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on va recevoir Shai Rojansky, si je le prononce bien. Tu es ingénieur chez Microsoft en Allemagne et tu travailles toujours, je pense, dans l'équipe Entity Framework. Mais tu vas pouvoir nous expliquer peut-être un peu plus en détail de quoi il s'agit. Bonjour Shai, j'ai bien prononcé ton prénom? Ouais, c'est parfait, c'est très bien, merci beaucoup. J'ai un prénom bizarre en effet, et voilà, très bien fait. Donc voilà. Dis-nous, tu travailles sur Entity Framework, c'est ça, dans l'équipe, c'est quoi l'équipe data? Ouais, on appelle ça l'équipe data parce que c'est pas que Entity Framework, c'est en effet, si vous voulez, c'est mon quotidien, c'est principalement ça, mais après il y a pas mal d'autres trucs. Il y a System Data par exemple, les API base de données plus low level, par exemple. Il y a plein de trucs de ODBC ou LDB. Récemment, avec le IA évidemment, je m'occupe pas mal des bases de données vectorielles et des couches d'accès. On a fait un release l'année dernière d'un truc qui s'appelle Microsoft Extensions Vector Data. Donc, c'est un peu l'abstraction base de données .NET pour des bases de données vectorielles aussi. Donc, tout ce qui est client data access en .NET pour les bases de données, tout ça, ça m'intéresse et je bosse dessus. Ouais. Voilà. Ah ben, je pense Il y a que ça pas va mal vous de intéresser trucs. aussi. Ouais, non, tout à Ouais. fait. C'est très bien. Eh bien, écoute, et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui? De data, je suppose, mais de quoi en Oui, oui. particulier? Ouais, alors l'idée aujourd'hui, je fais, passons à un truc, ouais, voilà, donc, voilà, on passe direct au slide qui parle de ça. Donc j'aime bien dire que ce truc-là dont je vais parler aujourd'hui est un peu inutile, dans le sens, c'est un talk un peu inutile, dans le sens où on va se plonger très profondément dans IF Core. Donc on va aller dans le internet de IF Core. Pour un deep dive, c'est pas quelque chose où je vais vous parler de techniques d'utiliser de IF Core. C'est des trucs qui sont pas immédiatement utilisables par les développeurs. C'est plus que j'adore parler de ce qui se passe à l'intérieur de IF Core, l'architecture en interne, comment on fait pour que IF Core soit performant et quels sont les challenges intéressants qu'on a en tant qu'ORM développeur. Donc c'est un peu ça l'idée du truc et j'espère que tout le monde va adorer. Ouais. Moi, je suis preneur. Cool. Tout à fait. Moi Super. aussi. Parce que, moi, j'utilise personnellement forcément Link et Entity Framework par après, mais surtout Link depuis évidemment son début, depuis des années maintenant. Et je pense qu'on va apprendre énormément de choses aussi, à mon avis. J'espère. Mais on te laisse expliquer. Je dis que c'est inutile, mais évidemment, c'est toujours bien de comprendre un peu mieux les composants qu'on utilise et ce qui se passe en dessous de nos pieds, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée. Ouais, parce que c'est souvent un des reproches, j'ai envie de dire, un des problèmes, notamment avec l'utilisation d'Entity Framework, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent, mais trop vite, tu vois. Et ben, sans savoir ce qui se passe derrière, évidemment, à un moment donné, on a des surprises quand on se retrouve avec beaucoup de données, des grosses bases de données. À un moment donné, au niveau performance, notamment, ça peut poser des problèmes. Complètement. Mais ils vont peut-être pouvoir justement comprendre. C'est très bien. Ouais, j'espère bien. Très bien. Alors, je me lance si vous voulez. Vas-y. Ouais. Très bien. On va t'interrompre régulièrement. Très bien, ne t'inquiète parfait. pas, les auditeurs ont l'habitude. Les C'est comme ça que je l'aime. Les auditeurs ont plus l'habitude. C'est exactement comme ça que je le préfère. Bref, donc ce qu'on va faire, on va parler principalement de l'architecture query. Donc IF Core, c'est plein de choses, mais là, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle le query pipeline, donc link to SQL. Il y a d'autres trucs. IF Core fait aussi des migrations, on fait aussi des update pipeline, donc ça n'a rien à voir. Mais là, on se concentre vraiment sur le query, qui est ma spécialité aussi. C'est ma spécialisation au sein de IF Core. C'est vraiment le truc sur lequel je bosse le plus. Et on va utiliser un peu la question de caching et de performance à l'intérieur de IF Core pour un peu avoir l'accès au truc. Et je vais vous parler de tricky cases, de trucs intéressants, de traduction de link to SQL pour pouvoir comprendre le truc. Alors, juste pour mettre la base pour rappeler aux auditeurs, je pense que tout le monde le connaît, mais à quoi ça ressemble quand on fait des queries en IF Core. Donc, on utilise Link, évidemment. Donc, c'est spécial. Ceux qui connaissent que C# ne savent pas que c'est un truc qui est un peu propre à C#. Donc, on utilise en fait C# pour exprimer des queries SQL. Donc, on n'écrit pas SQL, on écrit C#. On l'écrit exactement comme on l'écrit quand on fait des trucs, des requêtes contre des objets. Donc, on a link to
objects et on écrit exactement le même truc avec les mêmes opérateurs de where et order by et group by. On peut les utiliser contre les objets en mémoire ou bien contre une base de données SQL et c'est IFCore qui va le traduire. C'est une situation un peu exceptionnelle, comme je viens de dire, parce que normalement les langages, si tu regardes Java, il n'y a pas cette fonctionnalité de la langue qui permet à l'utilisateur d'écrire du C#, mais ce C# ou ce Java, ce code Java, il n'est pas exécuté, il n'est pas compilé exécuté, il est plutôt traduit par un composant ORM. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment propre à C# et à .NET, c'est génial et il y a pas mal de gens qui le réalisent pas en fait qu'il y a un truc spécial qui se passe. On appelle cette capacité de langage ou de compilateur un quotation. Donc le link ici, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un quotation. Donc c'est un fragment de code qui n'est pas évalué ou exécuté, mais plutôt qui est quoté. Ça devient une citation et c'est IFCore qui va recevoir ce code-là en tant qu'input. Juste par comparaison. Je t'interromps juste 2 secondes. Oui, si je ne me trompe pas, c'est la même chose aussi quand tu as l'écriture link, que tu as notamment ici sur l'exemple en haut. Le where et les commandes ne sont pas exécutés au moment où on l'écrit, au moment où c'est exécuté dans le toList à la fin. Exactement. Alors, ou un toList, quoi, c'est ça. Alors, il y a une légère précision là. Donc, même quand on n'utilise pas IFCore, on utilise juste des objets. Donc, ici, on a context blogs. Ça la racine de l'expression. Du coup, c'est IFCore. Ouais. Mais même si tu mets un array, where, il est lazy. Donc, quand tu fais where, il fait rien. C'est en effet, c'est exactement ce que tu viens de dire tout à l'heure. Dans IFCore, donc dans ce query-là, c'est encore autre chose. C'est pas seulement que c'est lazy, c'est pas évalué du tout. C'est pas que c'est évalué plus tard. C'est plutôt, et en fait, si tu regardes, tu vas voir qu'il y a 2 types de where dans .NET. Le where contre les objets, c'est un where, c'est une extension method sur enumerable. Donc, tu vas voir, c'est, voilà. Du coup, array, list, tout ça. Par contre, ici, c'est un extension method sur ce qu'on appelle un queryable. Donc, c'est autre chose. C'est vraiment un autre where. Si vous regardez quelle méthode quelle fonction c'est, ça n'a rien à voir. C'est 2 méthodes qui exactement ça a la même gueule. En fait, on voit pas. La preuve en est que tu étais même pas au courant et c'est très bien. C'est comme ça qu'on le veut. C'est une abstraction si vous voulez. Mais en fait, il y a 2 méthodes. Et la méthode queryable, il fait quelque chose de complètement différent. Plutôt que d'exécuter le truc lazy ou pas, en fait, on va construire un syntax tree derrière que IFCore va recevoir en tant qu'input. C'est ça le mécanisme, en gros. Ok. Intéressant. Voilà, on va voir ça tout à l'heure, ce truc d'arborescence et de abstract syntax tree. J'ai un slide qui arrive, mais je voulais juste montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, dans Java, j'ai pris ici un ORM qui s'appelle Juke, qui est super, très bon ORM, très populaire. En gros, si on regarde les autres langues, on va voir que l'utilisateur, il s'exprime en concept SQL. Donc, il écrit pas forcément un string SQL parce qu'on veut pas ça. On veut évidemment pas intégrer des SQL dans le code. C'est pas safe, c'est pas bien. Mais on utilise un DSL ici. Donc c'est strongly typed et tout ça, mais ça reste quand même des concepts SQL. Et vous voyez, select from, where et order by, c'est pas le from qu'on a dans Link, dans C#. Et le group by, il va pas être le group by de Link, il va être plutôt un group by SQL. Donc en fait, le dev, il pense en matière de SQL, il s'exprime en SQL. C'est lui qui fait la traduction de ses réflexions dans SQL. Alors qu'avec .NET et IFCore, tu réfléchis en Link, en C# et c'est nous qui font la traduction en SQL. C'est ça en fait la particularité. C'est ça qui fait que notre boulot, il est super dur et compliqué, comme vous allez voir. Voilà. Donc, si on commence, ça c'était juste comme ça l'introduction. Alors, on va commencer à parler de caching à l'intérieur. Donc, juste un très high-level overview de à quoi ça ressemble à le query pipeline dans IFCore. Donc, ça c'est encore une fois très schématique. On va pas rentrer dans les détails. En gros, on a un input qui est le query tree que vous allez voir dans le slide qui vient là. Donc, ça c'est l'arborescence qui représente ce que l'utilisateur, le dev veut exécuter, quelle requête, quelle query. Après, on a ce qu'on appelle une compilation. Donc, c'est pas compilation au sens de Roslyn, c'est pas C# compilation, mais c'est un peu, on peut dire que c'est une transpilation. Donc, on va transpiler C# ou Link en SQL. Donc, on compile entre 2 langues qui sont high level, donc C# et SQL, c'est ça notre tâche. En gros, mon boulot, c'est un peu comme un dev compilateur. Donc, beaucoup de choses que je fais, je me sens un peu comme si je travaille dans un compilateur dans beaucoup de situations, mais c'est pas là-dessus qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas ça qu'on va discuter là. Du coup, la compilation, ça reste un truc fermé, black box, on va pas en parler. Et le output de ce truc-là, c'est évidemment le SQL. C'est ça la première tâche.
Mais en plus, ça, les gens, ils y pensent un peu moins, c'est le shaper ou materializer. En fait, on génère un bout de code qui va lire les résultats qui reviennent de la base de données. Donc, on envoie le SQL, puis on a les résultats. Mais les résultats, c'est un tableau relationnel comme ça. Et il faut matérialiser les entités, voilà, les objets .NET. Ça, c'est un truc pas du tout évident. Et c'est ça, le shaper materialize. On va pas en parler non plus. Mais ça, c'est les deux outputs de ce truc-là. Donc, input query tree, output SQL et aussi le shaper. Voilà, juste pour… Ça m'inquiète quand même de juste façon high level de parler du shaper et materializer parce qu'en soi, tu nous spoil un peu comment ça se passe et ça m'intéresse de voir finalement c'est quoi dedans. C'est du code C# qui va être généré de façon dynamique. Ça va être quoi des types du générique Le shaper pour l'instant, c'est exactement ce que tu viens de dire. En fait, on va prendre, on va générer du code aussi avec Link Expression Trees. Donc, on fait du runtime code generation d'un bout de code qui est spécialement customisé pour ce query-là. Donc, on sait exactement quelle entité on va matérialiser. Donc, parfois, il y a plusieurs entités avec des relations entre eux. C'est assez compliqué. Et on va générer un bout de code qui va spécialement lire les résultats de ce truc-là, notamment parce que tu viens de me faire parler de ça, le fait qu'on fait du runtime code generation, ça fait qu'on a énormément de problèmes avec Native IoT. Évidemment, avec Native IoT, on n'a pas le droit de faire ça et on est en train de réfléchir justement en ce moment, je suis en train de travailler dessus, comment on change l'architecture du shaper materializer pour faire Native IoT compatible. Mais voilà, ça c'est vraiment là, on va dans une autre discussion assez compliquée malheureusement. Mais pour l'instant, c'est du runtime code generation, en effet. C'est assez fascinant comme truc. Voilà. Je veux quand même juste donner une idée de ce input, de ce link expression tree. Donc ça, c'est notre tout premier input. Ça, c'est le quotation de link expression tree. C'est ça le input. Donc je fais très très vite. Donc le truc là de where BID plus grand que 3. En gros, on reçoit un arbre, une arborescence comme ça. Donc, on a un method call expression, c'est un nœud dans l'arbre qui représente un method call. Donc, on lance une méthode qui s'appelle where. Le côté gauche, c'est moins intéressant, mais à droite, on a un binary expression. Donc, c'est une expression binaire qui a deux nœuds de fils. Je sais pas comment on dit ça en français. Donc, un greater than. À gauche, on a un member expression qui représente le point ID. Donc, ça, c'est le fait qu'on va accéder à un member sur un objet. Et le member expression, il est au-dessus d'un paramètre expression. Ça représente le B parce que c'est une lambda. Donc, voilà. Et à droite, comme on a le 3 qui est dedans en tant que littéral ou constante dans l'arbre, on a un constant expression node. Donc, voilà. C'est pour donner une idée ou un petit goût de à quoi ça ressemble. Évidemment, ça peut être très, très compliqué et c'est arbitrairement récursif aussi. Donc, là où on a le paramètre expression, on pourrait avoir toute une énorme expression parce que vous avez écrit un code beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, on va avoir une arborescence arbitrairement profond et compliquée, récursive. Et tout ça, il faut le compiler, il faut faire du processing pour en sortir un SQL. J'espère que tout ça, si vous avez fait des abstract syntax tree à la fac ou ailleurs, donc vous connaissez peut-être cette idée. Ça, c'est le input de IF Core en tout cas. Ouais. Ah, cool. Ouais. Là, c'est le truc de base. Link existe depuis maintenant, je sais pas, 15 ans ou un truc comme ça. Donc, c'est pas du nouveau du tout. Et après, n'importe qui traite des langues, que ce soit, tu bosses sur un compilateur ou sur du métaprogramming, donc vous connaissez ce genre de truc. C'est juste une représentation de code de ce que l'utilisateur a écrit. C'est ni moins ni plus. Ça, c'est pas, voilà. Ouais. Une fois que tu l'as expliqué comme ça, c'est super simple. Ça a l'air tellement facile. Je vois pas pourquoi on utilise Entity Framework et on développe pas notre propre truc. Allez-y, hein. Vous allez voir. Non, mais il y a aussi des patterns pour faire des trucs avec des arbres comme ça. Par exemple, on parle du visitor pattern pour écrire des trucs qui vont traverser une arborescence et faire des espèces de réécriture, faire bouger des optimisations, faire des trucs comme ça. Donc, il y a des pratiques que seulement les gens qui font du métaprogramming et des compilateurs connaissent, en fait. C'est un autre type de programmation, il faut dire. Donc, quand j'ai intégré l'équipe à la base, j'ai commencé à bosser sur IF Core, j'étais vraiment perdu. Franchement, j'avais jamais fait un truc pareil. C'est très bizarre si vous n'avez pas touché à ce genre de programmation. Donc, c'est très bizarre, il faut le dire. C'est fascinant, je trouve, personnellement.
Ouais, ça doit être énorme à mon avis aussi comme quantité de code et comme travail qui doit être fait derrière. Ça doit pas être simple. Ouais. Et il y a une architecture derrière surtout où tu as une espèce de pipeline de visiteurs. Chaque truc, il va faire une transformation ou une optimisation. Il faut bien réfléchir l'ordre des placements des passes comme ça pour que ça reste aussi performant et pour ne pas faire des conneries. C'est pas évident. Et, vu que tu parles de visiteurs, à ce moment-là, est-ce que en l'état, tu essaies d'avoir une performance sur les types les plus utilisés au départ pour t'arrêter au plus tôt, ou alors tu passes tous les types De visiteurs, tu veux dire? Oui, dans le visiteur, parce que tu vas avoir plein d'expressions différentes. Et au final, l'objectif, c'est au niveau performance, c'est de matcher avec le premier qui est le plus intéressant et de ne pas aller dans la suite. Oui, alors, ce qu'on a fait, vous allez voir, en gros, c'est le sujet du talk, c'est de mettre du caching tout au début, à la base du truc. Donc, en fait, tout ce truc de compilation avec les visiteurs et toute cette complexité, en fait, on veut le sauter, tout ça. On veut pas faire ça chaque fois que vous lancez une requête IF-Core parce que c'est trop lourd. On veut mettre en place une cache qui va court-circuiter tout ce truc-là. Mais même quand on est obligé de compiler un query, parce qu'on le voit pour la toute première fois, vous venez de lancer votre peut-être, je vais tout simplement montrer le truc. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. C'est ça l'architecture qu'on va construire ensemble dans les minutes qui arrivent là. Mais par contre, la toute première fois, vous lancez l'application, le cache, il est vide, évidemment. Donc, on est obligé de compiler. Et là, il faut quand même avoir la performance de compilation en tête. C'est pas si important que ça, parce qu'on va le faire qu'une seule fois par query, mais il faut pas non plus le négliger. Il faut quand même que ce soit assez performant. Et surtout dans une optique de native IoT où on met plus d'accent sur le startup performance. Donc, traditionnellement, on s'en fichait un petit peu, startup performance, tout ça, c'était pas très important. Maintenant, on commence à réfléchir un peu plus. Donc, il faut que la compilation aussi devienne un peu plus performante. Et donc, en l'état, si je résume un petit peu, l'objectif, c'est de se dire que tu vas faire une première query, elle va peut-être être un peu plus énergivore parce qu'elle doit créer le cache et tout ce qui va derrière, mais la deuxième query, tu vas gagner beaucoup plus de temps parce que tu auras… C'est exactement ça. Et vous pouvez voir ça vous-même. Faites un tout petit benchmark ou un truc comme ça. Si vous lancez un query IF-Core dans votre programme, la première fois que vous lancez ce query-là, il va être un peu lent. Donc, c'est pas super lent, c'est pas de secondes, hein, mais ça va être un peu lent, alors que la deuxième fois, ça va être ultra rapide parce qu'en fait, on fait rien du tout derrière parce il est déjà dans le cache. Donc, vous allez voir ça. Et maintenant, j'utilise ça pour continuer à la suite. Donc, comment on fait un truc comme ça? Donc, ça veut dire quoi introduire un query cache comme ça qui nous permet de sauter la compilation? C'est pas si compliqué que ça. On fait toujours un cache. Les principes sont toujours les mêmes. On va en gros avoir un cache key. Et le cache key, c'est ça qui est un petit peu spécial. C'est en fait le input expression tree qu'on a. Donc, le query lui-même, c'est le query cache. Ça veut dire que on va dire, on a déjà eu un query. Maintenant, on a un nouveau query et on va essayer de voir est-ce que ce qu'on a déjà dans le cache, c'est la même chose. Donc, on est obligé en fait de prendre les deux arborescences et de les comparer nœud par nœud, donc de manière récursive. Dès qu'il y a la moindre divergence, le moindre décalage entre le incoming query tree, le nouveau, et celui qu'on a déjà dans le cache, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Ça veut dire que le SQL, il va potentiellement être différent. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser. Par exemple, si le 3 ici, il est 4, la prochaine fois, bah, évidemment, on ne peut pas utiliser le SQL parce que le SQL, il contient le 3 et pas le 4, et ce serait une erreur. Donc, on est obligé, en fait, de matcher nœud par nœud, tous les nœuds de manière très exhaustive. Et si tout match à 100%, on a un cache hit et on sait qu'on peut sortir toute la compilation et passer, exécuter le truc. J'espère que tout ça, c'est plus ou moins clair. Ouais. On a la maîtrise sur la cache ou bien c'est interne au processus de compilation? Alors, il y a des knobs. Par exemple, vous pouvez, évidemment, le cache, comme tout cache, il est pas infini parce qu'on ne veut pas prendre de la mémoire à l'infini. Donc, c'est un LRU, un Least Recently Used avec, je me souviens plus quel est le maximum par défaut. Ça, vous pouvez le tweaker. C'est très, très avancé. Presque personne ne le fait. Mais il y a par exemple des pratiques quand vous faites de la construction dynamique de link queries. Il y a des gens qui font ça, c'est assez avancé. Parfois, si tu le fais pas bien, tu peux arriver à un truc où chaque arborescence que tu génères est complètement différent. Et du coup, chaque fois que tu exécutes le truc, en fait, tu fais une compilation. Et ça, c'est vraiment une très typique, c'est une source de problèmes de perf assez dramatique. Voilà. Donc ça, il faut faire gaffe quand on fait le link dynamique. C'est un truc avancé et compliqué. Il faut vraiment
vraiment faire gaffe à ça. On a des trucs dans les docs qui parlent un peu de ça. C'est clair. OK. Voilà. Du coup, donc on a intégré maintenant le query cache. Ça, c'est juste le principe de base. C'est assez, il y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Peut-être le seul truc, c'est que normalement un cache key, c'est quelque chose de très simple. Normalement, c'est un string ou un int ou un GUI, donc un truc très comme ça facile. Ici, c'est assez compliqué. Je connais pas beaucoup de cas où un cache key est tellement récursif et arbitrairement grand, et il faut garder ça en tête. Voilà, c'est un truc un peu atypique, mais voilà, on va pas. Ouais, j'ai une question par rapport au caching. Je t'embête, après j'arrêterai de t'embêter. Est-ce que le cache est, imaginons qu'on ait une architecture en Azure Function ou autre qui est redondant avec un cache partagé. Est-ce que la partie EF cache peut se mettre dans ce cache, s'insérer dans ce cache? Alors, le truc, c'est que les résultats, donc le SQL, on aurait pu faire. En effet, si on cachait que le SQL, à la limite, on aurait pu peut-être faire. Mais le problème, c'est que le input, c'est un link query tree. Donc déjà, il faudrait le sérialiser quelque part. Donc une représentation, on peut le faire ça. Mais après, le shaper, c'est encore 1000 fois pire. C'est un link expression tree qui est déjà compilé. Ça, je sais pas trop comment on le cache. En gros, c'est une fonction .NET. Donc, comment on fait pour cacher une fonction .NET? Je sais pas trop. On pourrait, théoriquement, dans un monde théorique, réduire ça en AIL ou même en binaire et envoyer ça dans un cache distribué, mais en gros, ça marche pas. Okay. On peut pas. Du coup, c'est seulement à l'intérieur de votre process .NET. C'est comme ça. Mais l'idée est bonne et en théorie, on aurait pu le faire. Donc, quelque part, on pourrait peut-être réfléchir. Après, le truc très typique, c'est que chaque instance de ton application, il a un warm-up time, donc on compile tous les queries. Après un certain moment, voilà, tout est déjà dans le cache et on n'y pense plus. On n'y pense plus. Donc, c'est pas trop grave non plus. C'est pas assez important pour réfléchir à ça normalement. Ok, merci. Voilà. Non, mais de rien, j'adore les questions, c'est génial. Ça permet, non, mais vraiment, ça permet de discuter de trucs super intéressants. Voilà. Donc, on a fait ça. Tout ça, c'est assez simple. Jusque-là, c'est basique, mais on veut le complexifier, évidemment. Donc, on va faire un truc très simple. On va prendre le 3 qu'on a eu avant et on va le sortir du query. On va faire une variable locale. Ça va me permettre de parler de trucs assez compliqués, en fait, qui arrivent. Donc, si on regarde ça, si on est débutant ou on connaît pas trop bien, en gros, la logique, elle est exactement pareille. Donc, on n'a rien fait. On a lifté le 3 en dehors, mais donc, si on oublie IF-Core, donc en .NET, ce truc, il est exactement la même chose et on s'attend à avoir exactement le même résultat et le même behavior. Mais quand on connaît un peu mieux, on sait qu'on a fait quelque chose sur le low level qui est un peu différent. Donc, on a créé un closure. Comme on a une variable locale qui est maintenant intégrée dans une lambda, donc on oblige le compilateur à faire quelque chose de spécial. Comme en gros on passe une fonction, donc une fonction lambda à une fonction, donc aware. En fait, on ne sait pas, on peut pas savoir, le compilateur il peut pas savoir quand est-ce que ce lambda il va être exécuté. Donc peut-être le where il le garde quelque part et une heure plus tard on va le lancer. Le problème, c'est que la variable locale, c'est une variable locale, du coup, par défaut, il est sur le stack. Donc, il vit avec la fonction qui le contient. Alors que la lambda, peut-être, elle va être évaluée après que cette fonction, elle est déjà sortie. Et la variable locale qu'on a référencée, il n'existe plus, il est dans le stack quelque part. Ce serait une erreur horrible. Du coup, ce qui se passe quand on fait un closure, c'est que la variable locale, il est lifté, il est soulevé, il est promu, je sais pas, il y a plusieurs mots pour ça, et il est plus une variable locale dans le stack, il devient quelque chose dans le heap. Donc, on crée un type un type classe, donc référence, dans le heap qui va avoir un field ID et voilà, il y a le compilateur qui fait tout un truc derrière pour que ce truc-là puisse être possible. C'est assez compliqué comme truc. Mais tout ça c'est le côté compilateur C#, c'est pas IF-Core. Alors que dans IF-Core, je me demande encore une fois à quel point les gens qui utilisent IF-Core, ils pensent à ça ou ils réalisent la logique du truc. Dans IF-Core, quand tu fais ce truc-là, en fait, on l'utilise comme une espèce de signal envers nous pour dire qu'il faut paramétriser cette valeur-là. Et du coup, vous voyez que c'est pas ID plus grand que 3, comme avant, c'est ID plus grand que ID avec le arrobase. Donc ça, c'est un paramètre placeholder. Et en fait, on va paramétriser dans le SQL qu'on génère cette valeur-là. C'est très important. Alors, pourquoi on fait ça? Donc, pourquoi d'ailleurs on utilise, peut-être je vous lance la question, on fait ça comme ça. Pourquoi on a besoin en fait des paramètres en SQL? Est-ce que vous avez une idée? Ça, c'est pour la partie SQL injection.
OK, très bien. La première réponse, c'est en effet, on veut utiliser des paramètres en SQL pour éviter de l'SQL injection, où l'utilisateur, il donne un string et le string, en fait, contient un point-virgule, donc il termine le string et en gros, on fait, j'espère que tout le monde qui écrit du SQL est au courant de Little Bobby Table, ce truc de XKCD, donc cette blague sur le SQL injection. Alors, c'est une très bonne réponse, mais dans le contexte là où on est dans IF Core, il gère de toute façon le SQL injection. Donc, si tu nous donnes des strings, de toute façon, nous, on va faire un pass dessus et on va sanitiser le truc. On va faire en sorte que non, il n'y a pas de SQL injection possible. Donc, déjà, un avantage du IF Core, c'est qu'on vous protège contre le SQL injection. Donc, d'un point de vue sécurité, on donne déjà une couche qui est difficile à contourner. Donc, c'est pas ça leur problème ici. Mais il y a une deuxième réponse. Question d'optimisation aussi. Une pré-compilation du SQL. Exactement. Alors, il se trouve que les bases de données, ils font exactement à peu près la même chose que je viens de décrire dans IF Core. Ils cachent. Donc, en gros, SQL Server, mais pas seulement SQL Server, aussi d'autres trucs. En gros, quand on leur envoie un SQL, ils vont le parser, ils vont le comprendre et ils vont le planifier. Donc, c'est l'activité de comprendre comment je fais pour exécuter ton query en fonction des joins dedans, des index qui sont définis dans le schéma. Donc, plein de trucs. C'est en fait une activité assez lourde pour la base de données de planifier le truc. Et après tout ça, il faut que ce soit caché. Et SQL Server, il fait un truc très simple. Si le SQL, c'est le même string, donc vraiment au niveau du string, alors le plan, il va être caché. Et si c'est pas le cas, le plan, il va pas être caché. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis un mec plutôt Postgres d'ailleurs, et dans Postgres, ça fonctionne différemment. Le cache, il est client-side plutôt que server-side, mais le principe, il reste pareil. Pardon, tu voulais poser une question, je pense. Moi pas, Denis. Non. Ah non. Ah pardon, je pensais avoir entendu un truc. Non, on écoute. Du coup, nous, notre responsabilité aussi en tant qu'ORM, c'est de générer de l'SQL qui va être performant au niveau base de données. Et du coup, il faut pouvoir paramétriser le SQL pour le plan caching côté base de données. En gros, c'est ça la raison pour laquelle on fait ça. Voilà. Et il y a un parallèle assez intéressant et assez cool entre ce qu'on est en train de décrire à l'intérieur de IF, donc le SQL caching, en fonction du link expression tree, et ce qui se passe dans la base de données, où le caching, il est en fonction du SQL en tant que string, dans ce sens-là. Donc ça c'est assez, c'est assez intéressant. Par contre, ça présente quelques problèmes pour notre histoire caching qu'on va voir maintenant. Donc ce truc de paramétrage, pardon. Si on regarde le link expression tree, vous allez voir que là où on avait un constant expression, là en bas à droite, on avait un constant expression avant avec 3. Maintenant, on n'a plus ça, on a autre chose, beaucoup plus compliqué. On a un member expression au-dessus d'un constant expression closure. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce bazar? Le member expression, c'est bizarre parce que je viens de dire avant que le member expression, ça représente le point. Si on regarde à gauche, alors on a ID avec grand I. Voilà, il y a un point dans le link query, mais à droite, il n'y a pas de member expression. On ne voit pas de quoi ça parle. Alors, rappelez-vous qu'il y a un closure derrière, et en fait, le compilateur, il a construit un vrai objet sur le heap, là, et le ID, là, la variable locale, devient un field sur le closure object. Et du coup, le member expression représente l'accès à ce field-là qu'il y a sur le closure. Donc, en fait, par le link expression tree, on voit exactement ce qui se passe dans le low level au niveau du compilateur. C'est ça qui est cool. Ça dévoile un petit peu, là, on voit par le link expression tree toute la complexité que le compilateur, il fait pour nous derrière. J'espère que tout ça, c'est à peu près clair. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très cool parce que c'est comme une fenêtre qu'on peut voir sur le low level. Mais le problème, c'est cool, non? Moi, j'ai toujours trouvé ça cool. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir la manière dont c'est organisé avec des expressions simples, parce qu'ici, c'est juste un ID supérieur à une variable. J'imagine la complexité du truc une fois qu'on a vraiment une vraie, entre guillemets, une vraie requête et une vraie recherche de base de données, quoi. Ça doit être monstrueux à analyser et à vérifier. Ouais. C'est assez monstrueux, ouais. Là, on est en train de parler aussi d'une toute première phase de ce truc-là qui est monstrueux et énorme. C'est ça le truc. Ouais. Alors, toutes les phases qui arrivent après, c'est une folie, en fait, franchement. Mais vous êtes travailler là-dessus, tiens, parenthèse. Vous êtes beaucoup en fait, je pense que je suis pas censé parler de nombre de personnes à l'équipe. Je suis pas sûr. En fait, maintenant que j'y pense, voilà, je sais pas si je suis censé le dire. Non, il n'est pas censé dire qu'il est dans l'équipe, apparemment. Pardon? Il est censé dire qu'il est dans l'équipe. Oui, voilà. Ouais, bref, non, mais
Après, bon, c'est un produit aussi qui est assez mature, donc les c'est bases vrai. sont là. Voilà, on n'est pas en train de casser tout, même si on est en train de casser pas mal de choses, même après, même pour .NET 10 et 11, on fait encore pas mal de boulot. Ça reste, donc c'est pas du tout un composant. Dans .NET, il y a des composants qui sont vraiment maintenant matures et il y a presque plus de travail à part du bug fixing. EF Core, c'est pas du tout dans cette case-là, donc il y a encore beaucoup de vrai travail dessus, y compris de l'architecture. Comme je viens de dire, il y a des trucs de Native AOT qui nous obligent de revoir des trucs de base et d'architecture de base et tout ça. Bref. C'est ça qui est intéressant. Oh, tout à fait. Bah, sinon, Ouais. sinon, on fait pas grand-chose et il faut passer à autre chose, en effet, à un moment donné. Bref, le problème pour l'histoire de cache là, c'est que ce truc de constant, de closure object, il change chaque fois qu'on lance le query. Donc, chaque fois qu'on lance le query, on a un autre objet sur le heap qui contient l'idée, ce truc qui était la variable locale. Et du coup, si on compare naïvement les arbres pour notre query cache, on va pas aller très loin parce que ce truc-là, il va toujours faire un cache miss et du coup, chaque fois, on va recompiler le truc. Donc, le paramétrage là et le closure et tout ce truc-là, il nous met des bâtons dans les roues de notre histoire caching. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mitiger le truc? En gros, on fait un pass avant le query cache pour extraire les paramètres. Donc, il faut se débarrasser de ces paramètres-là pour pouvoir faire la comparaison des query cache comme je viens de le décrire avant. Donc, dès qu'on identifie ce truc-là de member expression au-dessus de closure, donc ce paquet-là, on va le remplacer par un custom nœud qui s'appelle query parameter expression. Donc, on a vraiment un truc comme ça. Donc, ça, c'est un nœud qu'on a créé nous-mêmes. Donc, il n'est pas standardisé dans Roslyn et tout ça. Le compilateur, il connaît rien du tout de tout ça. C'est pas un élément de C#. Ça devient un élément de EF Core seulement, un nœud customisé. Et là, c'est comme un placeholder symbolique pour dire, ici, il y a un paramètre qui s'appelle ID. Mais la valeur, il est plus là. Donc, on a enlevé la valeur, et on l'a mis dans un box quelque part ailleurs. Vous voyez ce truc-là où il y a les paramètres. On oublie pour l'instant les valeurs des paramètres. Et maintenant, mon query tree, il contient que le fait qu'il y a un paramètre là-dedans, mais la valeur, on s'en fout. On s'en fiche complètement de ce truc-là. Et c'est exactement le truc qui nous permet maintenant de comparer les arbres et avoir un cache hit, peu importe la valeur qu'on a dans ce paramètre-là. C'est exactement le but du truc. Du coup, on complexifie maintenant notre architecture. Avant le query cache, on a maintenant une phase qui s'appelle parameter extraction. Donc, on extrait les paramètres, on nettoie, pour ainsi dire, l'arborescence pour la rendre compatible avec l'idée de cacher. En gros, c'est ça un peu l'idée. C'est comme ça on gère le problème des paramètres. Jusqu'ici, je pense que ça reste encore relativement OK. Ouais. En fait, à la base, si tu me présentes le schéma comme ça, non, c'est pas OK. Maintenant, avec la façon que tu expliques, c'est OK. Ouais. Cool, ça me fait plaisir. Ouais, c'est pas évident tout ça. Bah, il faut déjà être passé par il faut comprendre ce que c'est un closure. Il faut comprendre ce que c'est un paramètre. Il faut comprendre la représentation dans le expression tree de tout ça pour pouvoir comprendre pourquoi on a besoin d'extraire ces paramètres, pourquoi ils nous posent un problème en fait. C'est pas évident. Mais si je l'explique bien, alors c'est très bien. En plus en français. Voilà, ça c'est pas évident. Non, okay. Parfait. Tout est compréhensible et tout est très clair. Génial. Alors, on continue. Et là, je vais faire un petit saut parce que c'est un sujet qui est aussi proche à mon cœur. Et on va pas tout de suite comprendre pourquoi je parle de ça dans le cadre d'une discussion caching et query pipeline, mais je pense que, alors déjà, c'est très cool en soi, mais vous allez comprendre aussi en quoi c'est lié au caching. Alors là, juste une question de base. Je vous pose cette question-là. Donc, si je vous demande de traduire le link query suivant, donc on va avoir tous les customers dont le prénom est pareil que le nom de famille. Donc, vraiment très trivial. Comment on fait pour le traduire en SQL? Et la réponse de base, c'est de dire, ouais, where first name égale last name. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça fonctionne pas? Aussi, tout le public de ce podcast, je vous encourage de réfléchir 2 secondes. Vous avez une idée? Avec le slide que tu as mis avant, avec le nul, il y aura des problèmes avec les valeurs nulles, je suppose. Très bien. Il est intelligent. En effet. Oui, j'ai un peu donné la réponse. Ouais, c'est ça. Mais plus précis. En effet, oui, j'aurais pas dû. En fait, la prochaine fois, j'inverse l'ordre des slides juste pour le. Mais plus concrètement, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand first name et last name sont tous les deux nuls. En C#,
nul égale à nul. Donc, ça veut dire si je fais nul égale nul, je reçois true, je reçois vrai. Et du coup, je vais avoir ces customers. Donc, si je fais link to objects normal, sans if, je vais avoir, et j'ai un customer dont le first name est nul et le last name est nul, je vais l'avoir. Donc, le where, il va me rendre ce truc-là. Par contre, en SQL, c'est pas vrai. Donc, nul n'égale pas à nul dans SQL. Je vais expliquer pourquoi. Et du coup, je vais pas avoir ce customer. Du coup, on a un décalage de logique ou un discrepancy entre C# et SQL. Et il faut bridger, il faut compenser pour ce décalage ou cette divergence de sémantique entre les deux langues. Alors, je fais un truc. C'est valable quel que soit le moteur SQL. C'est vraiment la norme SQL. Exactement. Oracle, SQL, Exactement. serveur, peu importe, c'est toujours la même chose. Okay. Très bonne remarque. SQL, c'est chaque base de données fait son truc et il y a énormément de divergences entre les bases de données. Ça, c'est horrible pour moi. C'est horrible pour moi qui développe un ORM et il faut qu'on prenne en compte toutes les bases de données. Mais ce truc-là dont je vous parle est universel. Donc, c'est très enraciné dans le ANSI SQL. Il n'y a aucune base de données. Alors, il y a quelques petites expressions dans des constructions très spécifiques dans SQL où ça fonctionne pas comme ça. Mais à part ça, donc par exemple, égalité, c'est universel. Il n'y a aucune base de données SQL où ça fonctionne pas comme ça. C'est très important. Et j'encourage, en fait, je parle avec énormément de développeurs, évidemment, SQL. C'est incroyable à quel point les gens qui écrivent SQL tous les jours, vraiment, ça fait partie de leur vie, ils connaissent pas vraiment ce truc-là. Tout le monde sait que en SQL, nul, c'est compliqué et c'est bizarre. Tout le monde sait ça. Mais personne ne sait exactement de quoi il s'agit, en fait. Et c'est ça que je veux. Alors, en fait, on dit qu'en SQL, c'est une langue c'est une langue de 3 valeurs. Donc, la logique de SQL est la 3 valeurs, contrairement aux langues de 2 valeurs, comme C# et toutes les autres langues que vous connaissez. Alors, je veux expliquer 2 secondes. Donc, il y a un slide un peu académique là-dessus, mais je pense que c'est super fascinant. En fait, en SQL, en C#, nul, c'est juste une valeur comme une autre. Donc, tu peux avoir un string A, un string foo, un string bar et nul. Et nul, c'est juste une autre valeur. Alors qu'en SQL, nul a un sens très spécifique. Il faut vraiment le comprendre comme je sais pas, inconnu. Nul veut dire vraiment inconnu. Du coup, quand je dis que le first name du customer c'est nul, c'est pas que cette valeur elle est nulle, c'est plutôt que le mec il était pas à la maison quand on est passé demander son nom. Donc en fait, on ne sait pas. C'est pour ça que c'est logique de dire pour un client qui a first name et last name nul, en fait, on ne sait pas répondre à la question si le prénom et le nom ils sont pareils. On ne sait pas. Peut-être ils sont pareils et peut-être ils sont pas pareils. On peut pas dire true ou false. Du coup, la seule réponse à cette question, c'est nul. On ne sait pas, en fait. C'est ça. En gros, c'est dire est-ce que le prénom je ne connais pas et le nom je ne connais pas, est-ce que c'est la même chose? Exactement. On peut pas répondre. On va pas répondre à ça. C'est la meilleure réponse qu'on pourra avoir, même d'un point de vue C#, finalement. En fait, ça dépend comment tu définis ta sémantique, en gros. Voilà. C'est une décision. Et pour une langue qui sert justement à des requêtes bases de données, cette idée de valeur à 3 logique à 3 valeurs est particulièrement bonne, en fait, je trouve. C'est plutôt bien. Donc, en fait, quand tu demandes, donne-moi tous les customers qui sont plus âgés que 71, est-ce qu'il faut sortir les customers dont on ne sait pas l'âge ou pas? Donc, c'est des questions, c'est intéressant. Voilà. Ouais, la logique n'est pas la même, effectivement, puisqu'en C#, nul, quand un objet est nul, c'est un objet, en gros, qui n'a pas encore été assigné. Il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Ici, ce n'est pas une notion d'assignation ou quoi que ce soit. Exactement. C'est vraiment une valeur, je n'ai pas l'info, quoi. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça, si je me rappelle bien, en SQL, il y a des commandes, des fonctions de type isNull ou des tests isNull qui permettent de tester ça précisément. Quoi. Du coup, la langue A, c'est sa syntaxe très spécifique pour bosser avec nul. Donc, évidemment, tu peux bosser avec nul, mais du coup, il faut demander, donne-moi les clients dont le prénom est inconnu. Donc, il faut très explicitement demander ça. Et on va faire ça dans 2 secondes, en fait. Vraiment dans 2 secondes. Juste pour donner cette idée, je sais, ça fait un peu peur, mais c'est pas très, voilà, c'est très simple ce que je vais vous montrer là. Ça, c'est ce qu'on appelle les tables de vérité en logique. Donc, encore une fois, de la fac, si vous avez fait de la logique à la fac. C'est ça, je suis revenu à l'école, là. Exactement, j'adore faire ça, mais j'ai aussi ce côté-là un peu pédagogique peut-être, mais bon bref, on fait ça super simple. À gauche, on a C#, donc le truc de base, et en haut, on a AND, donc l'opérateur et. Évidemment que true et true égale true, et tout le reste égale false, parce que dès qu'on a un false, on va avoir l'expression, elle va être false. Et pareil pour OR, mais dans
l'autre sens. Dès qu'on a un trou, on va avoir un trou. Par contre, si on regarde dans SQL, ça vaut vraiment la peine 2 secondes de penser à ça. True and nul égale nul, parce qu'on ne sait pas répondre à la question. Il faut savoir quel est derrière ce nul-là. Du coup, comme on ne sait pas, comme c'est nul, on va dire nul. Mais false et nul, on peut donner une réponse, parce qu'on sait déjà qu'il y a un false, donc on sait déjà que l'expression va être évaluée à false. En fait, on s'en fiche ce qu'il y a derrière le nul. Donc, en fait, il y a des tableaux de vérité. Ce truc-là, il change toute la langue, cette décision, cette architecture, cette sémantique. C'est assez intéressant. Il faut vraiment comprendre tout ça quand on fait de l'SQL. Voilà, ça c'était le petit côté pédagogique. Il faut quand même juste préciser que si tu fais where et après ça l'expression évalue à nul, le where il va le traiter comme un false. Donc il va pas nous rendre ces clients-là. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Du coup, on parle entre ingénieurs SQL, des fois on parle de falsy. On dit falsy, c'est false ou nul. Parce que nul, il évalue à false dans ce contexte-là. Donc, il y a un peu ce côté-là. Bon, tout ça, c'est le côté très logique, un peu académique, un peu scolaire et tout ça. On s'en fiche un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on veut vraiment… Ça fait une belle piqûre de rappel pour pas mal de gens. Ok, bah, c'est très bien. Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais en fait appris comme ça aussi. Donc, il faut aussi… ça sert à quelque chose quand même de comprendre plus les principes derrière les outils qu'on utilise aussi ou les langues. Tout à fait. Du coup, la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose comme ça. Pour vraiment traduire le link query, mais en gardant la sémantique C#, il faut faire where first name equals last name ou on ajoute une compensation là ou first name is null and last name is null. Ça, c'est le truc que toi, Denis, tu viens de dire. Donc, on dit soit first name égale last name au sens normal, soit les deux sont nuls. Et dans ce cas-là, on veut aussi avoir ces clients-là. Donc, on reproduit la sémantique link ou C#, mais avec SQL. Donc, et ça fait aussi partie de nos tâches. Comme on traduit, je vais dire encore une fois, si on était Juke, donc un autre ORM dans une autre langue où le dev s'exprime en écrivant de l'SQL, on n'a pas à faire tout ça. Ça devient le boulot du dev qui écrit de l'SQL de penser à tout ça. Alors que nous, on a pris en charge ce problème-là parce qu'on permet à l'utilisateur, au dev, de s'exprimer en C#. Alors, lourde tâche, très lourde tâche. Je vais juste préciser que si jamais on sait que first name ou last name ne peuvent pas être nuls, parce que vous nous avez dit ça, par exemple, vous avez configuré IFCore en disant first name n'est pas required et ou last name est required, alors on peut optimiser ce truc-là, on n'a plus besoin de ça, de demander la first name is null et last name is null. Donc on optimise et on va avoir juste first name equals last name. On sait faire ça dans Entity Framework, donner ce genre d'informations pour dire complètement du label ou pas, quoi. En fait, on utilise si tu utilises par exemple nullable reference types, donc j'espère que tout le monde l'utilise maintenant. Ouais. Alors en gros, si tu fais string ou string point d'interrogation, c'est un signal pour nous pour dire le column dans la base de données, il est required ou pas. Donc dans la migration, on ajoute ça aussi. Donc on met carrément le constraint not null. Et si tu fais ça, ça va avoir un impact aussi sur comment on va traduire link. En SQL. On va pouvoir optimiser certaines choses. C'est très important tout ça. Par contre, donc ça c'est cool, mais par contre, là je vais pas rentrer dedans. Si vous voulez vraiment un truc pour se casser la tête un peu, si on ajoute la négation, donc si on demande plutôt where first name n'est pas égal à last name, alors là on peut pas faire cette optimisation, même si on sait que les deux côtés. Bref, ça je vais pas rentrer dedans. Si vous avez envie d'un petit puzzle comme ça à la maison, donc je vous laisse avec ça. Tout ça, c'est une espèce de travail très logique, très formel qu'on a dans IFCore, que personne ne sait, que personne ne connaît et personne n'apprécie la complexité de tout ça. Oui, on ne connaît pas la manière dont ça fonctionne, ce que tu nous expliques ici, mais on voit le résultat. C'est-à-dire qu'on demande de générer le SQL, on se dit, mais enfin, pourquoi il m'a rajouté des arguments, pourquoi il m'a rajouté des tests en plus, alors que moi, je ne les ai pas, quoi. Et il y a une explication derrière tout ça, évidemment. Ouais. Exactement. On a des utilisateurs qui sont un peu outragés parce que c'est quoi ce truc-là avec is nul, je veux pas ça. Et en effet, et on explique. Et voilà. Et quand on explique, normalement, les gens ils comprennent et ils sont contents. C'est logique. Ça me paraît logique. Je pense aussi.
Bref, je pense on va pas avoir encore énormément de temps. Je sais pas combien de temps il nous reste. Tu peux dépasser sans problème. C'est vrai? OK. Bon, on continue et voilà, je vais faire un checkpoint tout à l'heure de toute façon parce qu'il faut pas exagérer non plus. Là, on a discuté. On va peut-être dépasser s'il est 16 heures à la montre, il faudra faire attention, mais sinon, tu peux y aller. OK. Je fais un checkpoint de toute façon, on verra. Mais de toute façon, là, on vient de parler de l'égalité, mais figurez-vous qu'il y a plein d'autres opérateurs et constructions et de trucs où il faut prendre ce truc de nul sémantique, ce décalage de sémantique. Donc, ça, c'était juste un opérateur qui est l'égalité. Donc, c'est assez compliqué quand même, cette tâche-là. Bref, tout ça, c'était très cool, mais ça n'a rien à voir avec le caching et l'architecture du query pipeline qu'on construisait tout à l'heure. Donc, je veux nous relier au sujet principal là. Pour faire ça, il faut continuer 2 secondes encore dans ce truc-là. Donc, je vais juste transformer ce truc avec le paramètre, exactement comme on a fait avant. Donc, on va sortir maintenant, on va remplacer le truc, on va mettre plutôt une variable comme ça. Donc, évidemment, on peut pas traduire comme ça name equals @name pour la même raison, parce que la nullabilité, elle est fausse. C'est pas pareil. On peut continuer à faire la même chose qu'on a fait avant. Donc, on fait avec la compensation or name is null and @name is null. Donc, ça fonctionne. Ça produirait les bons résultats, mais par contre, c'est lent. Pour les questions de query performance, on veut pas faire ça. On veut plutôt faire un truc comme ça. On veut plutôt ne pas avoir besoin de cette compensation parce qu'on veut tout simplement que la base de données utilise son index sur name et qu'il n'ait pas à avoir du boulot supplémentaire à checker ces nuls-là. En fait, ce qu'on veut faire, là, je vais un peu vite sur le slide, mais en fait, je veux produire un SQL différent selon si le paramètre il est nul ou pas. Si le paramètre il est nul, alors, idéalement, je voudrais produire le SQL que vous voyez là, where name is nul. Et si le SQL il n'est pas nul, je veux where name égale @name. En gros, je veux pouvoir produire 2 SQL pour le même link query. C'est là où on commence à avoir le problème. Et c'est ça que IF Core fait. Donc, on n'a pas un seul SQL qui correspond à un seul link query. Un link query peut produire plusieurs SQL. C'est ça le truc. OK? Si on veut vraiment le complexifier, pour ceux qui réfléchissent déjà un peu plus vite, si on a 2 paramètres, donc peut-être on va avoir 4 versions de SQL qui en sortent. Et si on a 3 paramètres, peut-être on aura 8. Donc en fait, on a 2 puissance n, où n, c'est le nombre de paramètres dans certaines situations, pas tout le temps. C'est exponentiel. Ce qui peut ne pas être génial d'ailleurs. C'est juste pour dire. Mais c'est ça le problème qu'on a à résoudre. Donc plusieurs SQL pour un seul link query. Jusque là, c'est clair? Mais tu vas parler, je suppose, de la cache par après. Donc ça veut dire que ces commandes SQL, elles ne seront envoyées que en fonction des valeurs des paramètres que tu as utilisés. C'est pas parce que tu en as 2 ici qu'elles vont être d'office envoyées à SQL dès le début, on va dire, du processus, quoi. La première sera peut-être jamais envoyée. Alors ça dépend. En effet, oui, c'est pas parce que forcément. Oui, c'est exactement comme tu dis. Et certains paramètres vont pas forcément amener à une duplication de SQL non plus. Ça dépend comment le paramètre est utilisé aussi. Ouais. Donc oui, en effet, c'est pas juste parce que j'ai un paramètre que je vais multiplier par 2 tout de suite. Mais c'est assez souvent le cas. Il faut le dire parce que très souvent il faut qu'on fasse cette distinction nul ou pas nul. C'est comme ça que SQL fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait à notre architecture qu'on vient de construire ensemble? Donc ça complexifie encore le truc. On peut plus avoir juste un SQL à la fin du pipeline comme ça et avec un cache et tout ça. Donc on va encore rajouter des trucs à ce schéma-là. Maintenant, vous voyez le schéma qu'on a eu avant, sauf que j'ai fait un petit changement. Si vous regardez là, on n'a plus de SQL à la fin du truc de output. On a maintenant un intermediate SQL tree. Vous voyez le truc. Ça veut dire qu'à la fin de la compilation, on n'a pas le SQL en tant que string finalisé qu'on peut déjà envoyer à la base de données. On a plutôt une représentation intermédiaire qu'on peut encore manipuler. C'est ça en fait l'idée. Donc c'est une arborescence et on peut encore faire des changements là-dedans. Maintenant, je veux insister sur un détail. Jusqu'à ce point-là, il est très très important que le pipeline, la compilation, n'a pas accès aux valeurs. Vous vous souvenez des valeurs qu'on a extraites il y a très longtemps? Il est vraiment très important qu'il n'y ait plus d'erreurs possibles. Si jamais il y a un composant au sein de cette compilation qui regarde une valeur et qui prend une décision et qui change quelque chose, tout de suite, ça voudrait dire que le résultat de ce truc-là, il n'est pas cachable. On peut plus le cacher.
Hein, très, très important. Ça veut dire que peut-être le SQL de fin, il va dépendre de la valeur de quelque chose. Donc, on met une espèce de val d'ignorance ou de cécité. On est aveugle pendant cette phase-là du query pipeline. On est vraiment aveugle aux valeurs. On n'a pas le droit. Moi, quand je code dans cette compilation, j'ai aucun accès à payer aux valeurs des paramètres. C'est très important de le laisser comme ça. Mais maintenant, il arrive un moment, après qu'on a fini ce truc-là, où on veut pouvoir regarder les paramètres pour voir est-ce que c'est nul ou pas nul, pour maintenant implémenter cette divergence entre les trucs. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter une phase de additional processing, on appelle ça null semantics. Ce carré-là, c'est un carré qui a en effet le droit de regarder aux paramètres. Et il va visiter, il va regarder l'arbre, et dès qu'il voit un paramètre, il va voir est-ce que ce paramètre-là, il est en effet nul ou pas nul. Et c'est ici qu'on va changer, est-ce que ça va être is nul ou est-ce que ça va être égal à @id. C'est exactement à cette phase-là. Très tard, après la compilation, qu'on va faire cette manipulation, on va trancher, est-ce que ça va être nul ou pas nul. OK? C'est comme une phase supplémentaire pour s'occuper des nuls, si vous voulez, des paramètres nuls. Mais les deux requêtes SQL seront mises en SQL cache en mémoire, je suppose. Elles seront juste utilisées. Il n'y a pas de reconstruction. Elles sont là et en gros, on décide laquelle on va utiliser. Exactement. Donc, en fait, comme tu viens de dire, et ça figure sur le slide aussi, donc ça aussi, même le additional processing qui est assez light, on ne veut pas le refaire chaque fois qu'on évoque, qu'on lance un query. Donc, on met un deuxième cache. Donc, on a en fait un cache hiérarchique ici, un peu, si vous voulez dire, si vous voulez. Donc, un premier cache et un deuxième cache. Le deuxième cache, il est pour le SQL final, en fonction des paramètres, est-ce qu'ils sont nuls ou pas. Et pour vraiment, pour que ce soit vraiment très clair, si on regarde le cache key de ce truc-là, en fait, on va regarder tous les paramètres. Chaque paramètre, est-ce que ce paramètre, il est nul ou pas? Est-ce que ce paramètre, il est nul ou pas? Comme ça. Et le résultat, c'est une espèce de bitmap qui représente la nullité de tous les paramètres. Et ça devient notre query cache. Ce qui veut dire que tant qu'on a le même query et le paramètre, il a la même nullabilité, on peut cacher le SQL. Mais dès qu'on a une divergence, il y a un paramètre qui est tout d'un coup nul, là où il était pas nul avant, on peut pas utiliser le même SQL. Non, c'est clair, ouais. Et ça, on est d'accord que ça se passe dans le moteur SQL, pas du côté Entity Framework C#. Hein. Non, tout ça, c'est Entity Framework. Tout ça, c'est Entity Framework. C'est avant que c'est encore une phase dans la génération SQL de Entity Framework, si tu veux. Et à la fin de ce truc-là, on a l'SQL final et c'est ça qu'on envoie sur le réseau à SQL Server ou à n'importe quelle base de données. D'accord. Et le SQL final, dont tu parles ici, il est quand même mis en cache côté Entity Framework? Parce que normalement, SQL Server fait aussi une gestion de cache des requêtes SQL qu'il reçoit. Alors, on n'est pas obligé de le faire, c'est juste que cette phase de additional processing de null semantique, on veut pas à l'intérieur de IFCore le refaire chaque fois, on voulait l'optimiser encore plus. On n'est pas obligé, on peut aussi ne pas avoir le SQL cache. D'ailleurs, il y a des situations où on peut pas cacher le SQL final et où on va faire le null semantics chaque fois et c'est pas grave, c'est pas super lent. Mais par contre, dans le cas normal, ça nous permet en fait de passer de l'inquiry cache à l'SQL final en deux sauts. En query cache et puis SQL cache et puis c'est super rapide. C'est comme ça qu'on peut être ultra performant. Voilà. C'est clair. C'est vrai qu'une chose qu'on oublie quand tu dis c'est assez rapide tout ce processus, parce que c'est vrai que je suppose que quand on fait une requête, qu'on récupère des données dans une base de données, la majorité du temps, je vais peut-être dire 90%, 99% du temps, c'est la récécuration des données, c'est la quantité de données qu'on transfère sur le réseau. C'est pas vraiment les manipulations. Donc, c'est encore pire si on fait un query qui est un peu compliqué même, qui est un join ou quoi que ce soit, la base de données doit faire du boulot. Il faut faire I/O pour lire les données de disque côté base de données. Tout ça, c'est évidemment, c'est beaucoup plus important que tout ce que je vous raconte ici. Complètement. Mais on fait quand même tout ce qu'on peut pour être le plus performant possible. Donc, on veut pas non plus donc, il y a quelques scénarios très haute performance et on veut aussi que IF soit capable de gérer ce genre de truc aussi. Mais ce que tu viens de dire, il est extrêmement important. Il faut pas non plus s'obséder sur la performance runtime de IFCore parce que c'est négligeable. C'est rien du tout. C'est négligeable. Voilà. C'est complètement négligeable. Et justement, une question qui me vient, mais qui n'a rien à voir avec vraiment ce qu'on parle ici.
quand on fait tout ce processus d'Entity Framework, quels que soient les ORM qu'on va utiliser, c'est toujours en finalité pour générer un SQL le plus optimisé possible, c'est-à-dire en clair une chaîne de caractères qu'on envoie à un serveur. Il n'y a pas de moyen, notamment avec SQL Server, puisque c'est Microsoft les deux, Entity Framework a priori, des optimisations qu'on pourrait faire pour en quelque sorte envoyer plutôt du binaire, c'est-à-dire envoyer des commandes déjà pré-compilées ou pré-hachées pour éviter que le serveur refasse une opération de ce type-là. Ça n'existe pas, ce genre d'opération? Enfin, ce genre de ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas parce que ça voudrait dire que c'est un truc SQL Server spécifique. Et du coup, par exemple, si je target Postgres, alors je peux pas l'utiliser. Ça veut dire aussi que les outils côté client, il faudrait qu'il fasse un truc très spécifique pour SQL Server. Et après, le problème aussi, mais la vraie réponse à ce truc-là, il y a beaucoup, la majorité du temps, c'est moins de vraiment parser. Donc, il y a le parsing de l'SQL qui se passe côté base de données, mais le planning, c'est encore pire. C'est le fait de décider comment on va exécuter le truc. Et ça, je peux pas faire pour SQL Server. Ça, il y a que SQL Server qui peut faire. Donc, de toute façon, ça voudrait pas forcément épargner beaucoup de temps. C'est, en effet, le parsing, ça, si on avait pu envoyer une arborescence qui représente l'SQL, mais il n'y a pas de standard pour ça. C'est pas standardisé. Du coup, c'est pas implémenté pour qui que ce soit. Et ça voudrait pas, enfin, ça épargnerait pas énormément de temps parce que la plupart du temps, c'est le planning plutôt. Ouais. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'opérations dans SQL aussi qui sont faites de l'aspect transactionnel, gérer l'aspect transactionnel, l'aspect sécurité, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. Complètement. C'est vrai que ça doit être compliqué de redévloper tout le processus en double. Exactement. Exactement. Du coup, ce monde-là, il reste assez simple. On envoie un SQL en string et c'est comme ça. Voilà. Il y a d'ailleurs, il faut dire, hein, il y a d'autres bases de données, on fait vraiment une parenthèse, mais je bosse, comme j'ai dit au début, pas mal sur les bases de données vectorielles. Et ça, c'est des bases de données très souvent, c'est des trucs qui sont complètement neufs, donc développés très dernièrement, comme les vecteurs database, c'est un peu nouveau. Et là, on voit d'autres trucs. Par exemple, il y a pas mal de cas où tu envoies des messages gRPC. Donc, tu envoies pas un string, un query string comme ça, comme un SQL, mais plutôt un truc structuré. Et avec gRPC. Et gRPC, en effet, c'est déjà un truc, c'est portable, donc c'est universel, toutes les langues ont le support et tout ça. Donc il y a des modèles alternatifs pour ça, plutôt que d'envoyer des strings. Mais pas les bases de données. Là peut-être on voit aussi l'âge un peu des bases de données relationnelles qui datent évidemment. Donc. Ouais, non, c'est clair. Intéressant. Voilà. C'est comme ça. Oui. Non, mais comme ça, on comprend. Oui, non, mais des questions qu'on se pose et complètement. Non, mais on me pose cette question de temps en temps. T'es pas le premier et elle est complètement légitime. Mais la réponse finale, c'est que ça ferait beaucoup de complexité pour pas grand chose. En gros, je pense. C'est comme ça que moi je le vois, mais peut-être que j'ai tort aussi. Ouais. Non, je comprends. Voilà. Ok. Alors, j'ai encore une section là, mais encore une fois, ça nous lance dans encore 10 minutes à un quart d'heure, alors que je sais pas si on veut ça. Il y a autre chose par après ou c'est 10 minutes et t'arrives à peu près à la fin? Parce qu'on peut j'arrive à peu près à la fin. Ah bah, on peut faire encore 10 minutes, un quart d'heure, hein, si tu as le temps. Ouais, vous voulez? Si Adrien est chaud aussi, en tout cas, moi je le suis. Moi je suis chaud. Voilà. Bon, on continue, très bien. Super. C'est déjà une heure qu'on est là. Tu vois, c'est tellement chouette. Non, mais super cool. Ça veut dire aussi que c'est pas ennuyeux. Et... Non, mais très bien. J'adore. Du coup, on passe encore à autre chose pour revenir. Donc, on fait le même mouvement qu'avec les nuls. Donc là, on va parler de contains 2 secondes. Je vais pas m'attarder sur trop de détails comme on n'a pas énormément de temps, mais quand même, c'est intéressant. Donc, si on a un query comme machin là avec un array contains PID, on peut le traduire comme ça. ID in 1, 2, 3. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pas un quiz trick question ou quoi que ce soit. C'est pour le coup, là, ça fonctionne vraiment. Donc, il faut juste changer l'ordre parce que SQL a un opérateur in qui fait exactement ce qu'on veut et c'est très cool. Ça, c'est un des cas où le SQL est plus beau que le link de base, que C# parce que C# n'a pas d'opérateur in. Donc, il faut faire ce truc de je crée un array et puis j'utilise contains. C'est un peu plus moche, mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'est juste, je le dis comme ça. Donc, tout ça, c'est très facile et ça fonctionne très bien. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si, vous voyez, je fais ça pour la troisième fois déjà, j'extrais l'array, j'en crée une variable locale. Alors, on a maintenant une collection paramétrisée. C'est ça, en fait, le problème qu'on est en train
Voilà, devoir. Le problème qu'on a, c'est que les bases de données relationnelles n'ont pas en général un concept de array. Il n'y a pas un truc d'array dans les bases de données relationnelles. Ce qu'ils ont, c'est des row sets, donc c'est des sets non ordonnés de lignes, de rows. Hein, mais ils ont pas cette idée de j'ai 3 numéros dans un array qui est même ordonné. Donc ils ont tout simplement pas ça. À part d'ailleurs Postgres. Postgres c'est la base de données mainstream. Je pense qu'Oracle a peut-être un truc aussi, mais dans Postgres c'est vraiment un first class, un truc de array qui est vraiment génial. C'est très cool. Mais par exemple le SQL Server, on n'a pas un truc du tout. Du coup on a un problème parce qu'on peut pas envoyer cet array comme un paramètre, comme on veut, comme on aurait voulu. Maintenant, ça c'est cool parce que c'est une occasion pour moi de parler d'un fail, là où j'ai échoué personnellement, vraiment dans un truc de design de EF Core. J'ai pris la mauvaise décision et j'ai créé un vrai problème. J'aime bien parler de côté négatif aussi. Tout n'est pas positif. Du coup, avant EF8, ça c'est d'ailleurs un truc très appliqué, très pratique aussi, que vous pouvez appliquer aussi dans votre quotidien avec EF Core. Donc avant 8, comme ce problème il était problématique, on va dire comme ça, on faisait du inlining. Donc on mettait le array dans le SQL, donc on faisait in 1, 2, 3, alors qu'il est paramétrisé. Donc ça va à l'encontre de notre politique de mettre le paramètre en dehors et de paramétriser le SQL. Donc, et ça c'était un problème d'un point de vue performance parce que si on fait ce truc-là, ça veut dire que chaque fois qu'on change quelque chose dans le array, on va avoir un SQL différent. Et chaque fois qu'on a un SQL différent, on force SQL Server de recompiler le truc. C'est exactement le problème dont on vient de parler tout à l'heure. Donc, et ça, c'était un vrai problème. Donc, parce que l'array, il change très souvent. Donc, les éléments dedans. Et à un moment donné, le premier issue, le premier most highly voted dans la repository EF Core, c'était ça. C'était résoudre ce problème-là parce que ça créait des problèmes de performance. Du coup, après, quand j'ai bossé sur EF8, j'ai pas mal bossé sur JSON. Donc maintenant, toutes les bases de données ont beaucoup de fonctionnalités JSON. C'est très cool. On peut faire des trucs vraiment géniaux avec ce truc-là. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est exactement le truc qu'il nous fallait. Maintenant, on a un concept de array dans la base de données. On utilise le JSON array comme un array, en gros. Et du coup, avec EF8, si vous essayez ce query-là, vous allez voir ce truc-là qui est un peu compliqué. Dans le in, on a un subquery, select star from, et là, on utilise une fonction SQL Server qui s'appelle OpenJSON, qui prend un array JSON en tant que string et qui l'ouvre pour devenir comme un tableau temporaire. Et maintenant, en fait, en gros, on a fait, c'est très élégant. J'étais très fier de moi-même à l'époque, sauf que c'était complètement une mauvaise idée, malheureusement. Mais vraiment, c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc, on a créé, en gros, on transfère le array comme un string qui contient un JSON string, qui correspond à l'array qu'on a dans C#. Et côté base de données, côté SQL Server, il parse le truc et il l'ouvre comme un table, un peu comme un autre table. Et là, on a la mécanique relationnelle avec in et un subquery comme on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est très bien, c'est très élégant. Et on a un single SQL. Donc ça a résolu le problème qu'on avait avec des SQL différents. J'espère que jusqu'ici, c'est clair. Donc le problème de base, ça a résolu très bien. Et le contenu @IDs, c'est donc une variable que tu peux injecter via les arguments paraméteurs, je veux dire, on fait ça pour toi. Exactement. C'est un string, c'est un paramètre, c'est un single paramètre qui contient un string que nous, on a créé pour toi, EF Core. Qui contient le JSON. Qui contient le JSON, exactement. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Et ça résout aussi un autre problème, enfin tu en parleras peut-être aussi, mais moi je l'ai rencontré régulièrement, c'est que quand tu fais un in, le nombre d'éléments, ou la taille, je vais dire, des éléments, elle est limitée. On ne peut pas mettre une sorte de chaîne de caractères qui va faire 3 milliards de données, quoi. Et moi, de temps en temps, j'ai eu des problèmes comme ça où, à un moment donné, ma requête SQL devenait trop grande et plantait le système. Raison. Alors que là, très bonne remarque. Oui, tu as complètement raison. Oh, tout à fait. Et il y a un autre truc qui est assez chiant avec SQL Server. Il y a une limite de 2100 paramètres par query. Oui. 2098 ou un truc comme ça.
Ouais, 98, je pense. Et du coup, là aussi, on a très souvent l'habitude de mettre des paramètres dans in. Donc, in P1, Ouais, P2, c'est ça. P3, P4. Ouais. Et là, ça veut dire qu'on est limité jusqu'à 2000. C'est même pas 1 million. C'est juste 2000 valeurs. Et Ouais, déjà, c'est pas beaucoup, t'es hein. bloqué. Ouais. C'est pas beaucoup, en effet. Les autres bases de données n'ont pas cette limitation. C'est vraiment un truc très SQL Server, mais c'est comme ça. Et du coup, en effet, c'est une solution très élégante à tous ces problèmes-là. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, ça veut dire que le planner de SQL Server, il sait pas combien de trucs il y a là-dedans. Il voit juste le string, il sait qu'il y a peut-être un array, mais il peut pas customiser le plan pour le nombre de trucs. Alors qu'avant, quand on met in 1, 2, 3, là, il voit qu'il y a 3 paramètres et il peut prendre ça en compte quand il fait son planning. Et il s'avère que ce truc-là, donc la cardinalité des collections, c'est extrêmement important. C'est vraiment très, très, très important. Et en effet, quand on a fait le release de EF8, on a commencé à avoir des issues, il y a des gens qui se sont plaints que des queries qui avant étaient 2 millisecondes, tout d'un coup, dans certaines conditions, ils prennent, je sais pas, 3 secondes. Donc un truc, une régression horrible de perf. C'était que dans des cas très, très, très spécifiques, ce qui explique comment on a raté le truc. Donc évidemment, c'est pas un truc qui arrive tous les jours et dans les queries normaux, ça fonctionne très bien. Mais dans certains cas, ça fait un cliff. Ça fait un truc vraiment, vraiment horrible. Du coup, c'est un vrai problème et c'est un problème aussi qui est un peu, c'est un des problèmes où il n'y a pas de solution en fait. Il n'y a pas de solution qui matche à tous les cas. Donc, pour certains cas, il faut faire ça. Pour certains cas, il faut faire comme ça. Du coup, pour EF Core 10, donc ça c'est nouveau. Donc il y a quelques mois, on a fait le release de EF Core 10. On a rechangé le truc. Et là, la stratégie de base, c'est de dire, on va mettre des paramètres là-dedans. Ce qui veut dire qu'au moins, tu peux changer les numéros dedans et on reste avec le même SQL parce qu'au moins c'est paramétrisé. Mais si tu changes le nombre de paramètres, là, le SQL il change et il faut replanifier le truc. Donc c'est une espèce de compromis entre les deux trucs. Et on a aussi laissé des knobs, donc tu peux tweaker le truc, tu peux toi décider exactement quelle stratégie tu veux. Tu as vraiment 3 options. Tu peux mettre des constantes là-dedans, tu peux mettre des paramètres là-dedans, ce qui est le défaut, ou tu peux mettre OpenJSON là-dedans, donc avec un seul paramètre, et c'est toi qui décides, parce qu'il n'y a pas de vraie solution universelle pour tous les cas de figure. Ça va plus ou moins, ouais, ce non, c'est bien. truc? Juste pour que ce soit clair, les numéros de version d'Entity Framework, donc la 10, correspond toujours à la version .NET. Hein. Exactement. Vous êtes calqué sur les On mêmes... est calqué. On fait des releases exactement au même moment. Tout va ensemble. Voilà. Ça fait partie du même release. Exactement. Mais par contre, tu peux aussi faire un upgrade de .NET sans faire un upgrade de EF. Donc ça va. Donc t'es pas obligé. Tu peux passer à .NET 10 et rester sur EF8. Pas de souci. C'est ça, ouais. Là, on est d'accord qu'on parle de tout ce qui est optimisation liée toujours aux dernières versions de SQL. Bien sûr. Parce que tu as aussi le fait que tu as des gens qui utilisent Entity Framework 10 ou même des versions un peu plus, mais qui utilisent des SQL versions qui sont outdated mais un peu plus anciennes. Et donc là, il y a une différence de version, d'utilisation. Vous gérez ce cas-là? Vous gérez Alors, ce genre de cas? C'est-à-dire, par exemple, l'OpenJSON dont tu parlais, qui n'est pas disponible dans les anciennes versions, mais, je ne sais pas combien, mais on va dire vraiment très vieille. Vous faites cette gestion-là de double test? Très bonne question. Alors, on gère. Il y a un truc. Nous, on va pas détecter automatiquement quelle version de SQL Server tu as. Donc, ça, c'est un truc de principe parce qu'il y a beaucoup de complexité liée à ça. Je vais pas rentrer dedans. Donc, on fait pas ça. On dit plutôt, nous, on a un défaut. Et le défaut, je pense, c'est 2019 ou 2022. Je me souviens plus exactement. Je pense que c'est encore 2019 d'ailleurs, si je me trompe pas. Donc, on a un par défaut qui est plutôt conservateur, donc plutôt vieux. Mais après, il y a un API que tu peux utiliser pour nous dire non, en fait, je target SQL Server 2025 si tu veux les dernières features. Et nous, on va changer tout ce qu'on fait en fonction de ça. Donc, c'est à toi de gérer ce truc-là. Mais on ne veut pas non plus te forcer de le faire. Donc, tu peux aussi ne pas le faire. Et puis, on va faire un truc qui est très où la compatibilité, elle est très haute. Mais quand même, de temps en temps, c'est vrai qu'il va y avoir un truc où on va dire, OK, là, il est maintenant, il y a assez de temps qui est passé. Donc, on va changer le défaut, ce qui est un breaking change. Et on va le dire très très clairement et on va dire mais c'est ok si tu es toujours sur une version SQL Server qui est très très vieille, bah t'as qu'à nous le dire, donc juste rajoute ce truc là et là on va reprendre le behavior de avant. Et ce
ce truc-là, d'ailleurs, il devient encore plus important avec SQL Server 2025, où il y a plein de trucs avec du vector search et full text search et JSON. Il y a plein de fonctionnalités que tu vas trouver que dans 2025. Et voilà, il faut faire le changement en fonction des versions que tu targetes. Donc, c'est à toi de nous le dire. Paramétrique, ouais, c'est ça. Ouais. Là, on parle de services SQL Server, ou en tout cas des SQL Server as a service, mais enfin des SQL Server directement parce qu'on a pris une version particulière. Mais quand tu vas utiliser l'Azure en mode SQL Server as a service, tu n'as pas le choix de la version. Donc à ce moment-là, c'est presque vrai. Il y a très peu qui le savent. Alors, tu as raison. Alors, si je crée un SQL Azure, j'ai automatiquement le dernier truc. Mais par contre, il y a une notion en SQL Server qui est le SQL Compatibility Level. C'est un truc que tu peux changer et dans SQL Server on-premise normal et dans Azure. Tu peux le faire. Et il se trouve que si tu as créé ton SQL Azure il y a 5 ans, quand il est créé, il fige le Compatibility Level. D'accord. Donc, il va faire en sorte de rester, si tu veux, dans le truc d'avant. Alors, tu peux très bien maintenant y aller et dire non, changer maintenant, c'est OK. Je veux que tu passes tu réinstalles rien du tout. C'est juste un changement de SQL Compatibility Level, mais il faut le faire. C'est tout ça pour dire que si tu as créé ton SQL Azure il y a quelques années, peut-être tu n'as pas la dernière fonctionnalité et du coup, IF Core, il va pas fonctionner correctement ou il va faire un truc qui est plus lent. Voilà. Donc, il faut garder l'œil là-dessus. Et donc, toi, ta recommandation sur cette partie-là, c'est d'utiliser les dernières versions ou simplement de figer et de se dire, ben non, on va pas faire de veille, on va pas suivre en permanence. Alors, franchement, il y a très peu d'inconvénients à utiliser la dernière version. Il y a pratiquement jamais des breaking changes dans SQL Server. Ils sont très, très, très forts sur la backwards compatibility. J'ai jamais entendu d'un cas où quelqu'un a augmenté le compatibility level et tout d'un coup, il y a un truc qui fonctionne pas. C'est presque inouï, ce truc-là. Du coup, moi, je recommanderais de dire, oui, soyez normalement sur le dernier compatibility level, mais c'est quand même un geste qu'il faut faire. Et quand vous le faites, évidemment, il faut garder l'œil sur quand vous le faites en production. Faites le testing, faites-le juste au cas où quelque chose se passe. Faites vos testings de manière responsable, mais normalement, ça va aller. C'est parce que dans des équipes qui sont un peu DevOps avec une maturité DevOps, eux vont utiliser de l'infrastructure as code. Mais comme tu le soulignes ici, c'est que lorsque tu crées une nouvelle infrastructure à la volée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui va prendre la dernière version. Donc, si tu avais l'infrastructure qui a 5 ans, on va avoir une backward compatibility à un certain niveau. Mais dès qu'il va recréer une nouvelle instance, tu vas pas avoir les mêmes levels dans l'environnement. Du coup, si on fait un lift and shift, donc c'est-à-dire si on fait une migration de SQL Server on-premise vers le cloud, et vous voulez être vraiment 100% sûr et conservateur et tout ça, bah, le SQL Azure que vous créez, il faut le créer avec la même compatibility level que votre on-premise. Et après, peut-être, vous allez voir, est-ce que je fais un upgrade de mon compatibility level? C'est un peu ça il faut il faut être conscient du truc, en gros. Voilà. Ouais. Ok, nickel. Voilà. Donc ça c'est cette histoire-là de ce truc-là. Bref, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais je voulais juste finir. Et là, on est vraiment vers la fin du truc. Je voulais juste dire que malheureusement, quand on est dans ce cas de figure où on a une collection paramétrisée comme avant, c'est un cas où en gros le SQL il va contenir quelque chose d'un paramètre qui n'est pas juste en fonction de la nullabilité. Donc jusque-là, on regardait dans cette phase de additional processing de null semantics, on regardait que est-ce que le paramètre il est nul ou pas. Alors que là, on fait quelque chose de bien autre. On regarde carrément le contenu, on regarde combien de paramètres combien d'éléments il y a dans ce paramètre, dans cet array, et on va créer un SQL en fonction du nombre de paramètres. Ou bien on va carrément mettre les valeurs dans le SQL. Et donc, on va au-delà de la nullabilité des paramètres. Et malheureusement, le SQL cache que je viens de vous présenter avant, tout ce qu'il sait, en tout cas pour l'instant, c'est de cacher par la nullabilité des paramètres. Du coup, quand on est dans ce cas de figure, on peut pas cacher le SQL. On vient d'en parler. Et je vous ai dit qu'il y a des cas où on peut pas cacher le SQL. Et dans ce cas-là, quand on fait le additional processing, si on voit qu'on a une collection paramétrisée et on n'utilise pas OpenJSON, donc le SQL, il doit varier en fonction du paramètre et de ses contenus. Alors là, on va faire un geste spécial et on va désactiver le caching du SQL pour que la prochaine fois, on passe par le même truc et pour qu'on cache pas le SQL parce qu'on n'a pas le droit de le faire.
Logique? Ok, ouais, non, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins le tableau high level du truc. C'est vraiment ça. Donc Très c'est à peu intéressant. près, je trouve aussi. Je trouve ça un Ouais, peu ouais. fou. Oui, c'est intéressant de par sa complexité, parce que bon, je me doutais qu'Entity Framework, ça doit pas être simple dans le moteur derrière, mais il y a plein de petits détails auxquels on ne pense pas toujours, quoi. En effet. Et donc, non, c'est vrai que c'est super intéressant en tout cas. Cool. Merci beaucoup. Ouais, je ne sais pas Avec, s'il y avait d'autres points que tu voulais annoncer non, ou non. donner. Juste mon closing word, c'est juste pour dire que voilà, il y a des ORM et des ORM. Chaque ORM est Ouais, complètement différent et je pense, alors je suis pas un expert de tous les ORM du monde, mais je pense pouvoir affirmer que il est très fort, enfin il est très probable que IF Core soit le ORM le plus complexe et le plus complexe dans le monde. Je dis pas le meilleur, hein, c'est pas ça le propos. C'est juste parce qu'on prend en charge beaucoup plus que l'ORM normal. C'est parce qu'on traduit C# plutôt que de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ça veut dire que il y a aussi on est plus high level parce que l'utilisateur il pense pas en SQL, il pense en C#. C'est aussi ouais, c'est un ça. inconvénient. Peut-être c'est pas si bien que ça de cacher les détails de l'utilisateur. Je sais pas. Il y en a qui disent non, c'est mieux que l'utilisateur, que le dev il connaisse SQL et qu'il écrive SQL et comme ça il est plus en Mhm. contact. Alors voilà, je vais pas contredire quoi que ce soit. Nous on est beaucoup plus dans le truc, on fait le boulot pour toi et on va le Ouais. faire. Voilà. C'est Mais ça. Je pense que il y a ça des dépend des écoles. cas. Oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend des cas, ça dépend des requêtes, la possibilité de travailler aussi avec des procédures stockées dans le serveur. Donc, ça peut parfois Aussi. aider pour des optimisations dans certains cas. Moi, je suis parti un peu sur des deux écoles dans mon histoire informatique où effectivement, à un moment donné, je me dis, si on fait des accès à des bases de données, ben, il faut que le développeur maîtrise SQL parce qu'il y a des notions. On a eu, par exemple, nous, des problèmes de conversion de type, des choses comme ça, où quand on a des grandes quantités de données, on a à un moment eu des problèmes de performance sur cet aspect de conversion, qui sont très difficiles de remettre parce que c'est complètement transparent pour un développeur C#. Maintenant, ça devient très compliqué aussi de dire à un développeur, il faut maîtriser le langage SQL, parfois pour faire quelques petites opérations, quoi, entre guillemets. Tout à fait. Donc, Et c'est ça le ça truc dépend le du plus projet, je pense. important. Dans ce débat, est-ce que les ORM sont bons ou mauvais? Donc, ce faux débat que je trouve vraiment assez con d'ailleurs, c'est vraiment pas ça. Moi, je dirais, la plupart de tes queries vont probablement être inimportants. Enfin, ça va pas être important. Ils vont pas être. En fait, on s'en fiche complètement. Ma recommandation serait utilise le truc simple, par exemple IF pour la plupart de tes trucs, mais suis la performance et identifie les queries qui sont C'est ça. vraiment problématiques. Et à ce moment-là, là, tu focuses sur ce qui est important. Peut-être Ouais. ça, tu écris en SQL. Si IFCore ne peut pas faire le boulot comme tu veux, très bien. Jamais on a dit qu'il faut utiliser IFCore pour 100% des trucs. Ouais. Utilise-le là où ça fonctionne bien et tweak, fais tes mêmes raw SQL si c'est ça que tu veux, fais ça. Il faut pas, Mhm. c'est pas un faux truc de j'utilise un ORM ou pas. C'est ça mon point. Voilà, c'est ça le truc que Ouais. j'essaie de dire. Après, il Non, faut non, dire ce qu'il y a, je c'est suis d'accord. qu'aujourd'hui, dans les architectures on veut du business rapidement. Entity Framework, ça s'impose comme le leader au niveau du .NET pour arriver à se dire, OK, j'ai un besoin business qui est identifié. Aujourd'hui, je fais du SQL Server. Demain, naïvement, j'aurais tendance à vouloir aller vers du Postgre ou autre chose. J'ai une abstraction totale. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on ne doit même pas penser vraiment à la mise en place derrière parce qu'il y a toute la chaîne de migration qui est présente. Et c'est un travail énorme que ton équipe, ou en tout cas les personnes qui peuvent tourner autour de toi, satellites autour de toi, font. Et ça, Ouais. j'aurais tendance à dire merci de la part de la communauté. Mais avec grand plaisir, je vais mettre juste un tout petit bémol dans ce que tu viens de dire. Alors, IF Core n'est pas une abstraction 100% totale non plus. Donc, une transition de base de données. Donc, si on passe de SQL Server à Postgres, c'est pas. Il faut vraiment. Ça, c'est un truc qu'il faut dire et redire. On peut pas juste prendre le truc et changer de provider et tout d'un coup tout marche. Malheureusement. Donc, il y a plein de détails. Il y a des queries qui fonctionnent dans SQL Server qui fonctionnent pas sur Postgres parce que les bases de données sont différentes, donc les capacités sont différentes. Il y a même des trucs où SQL Server par défaut est case insensitive. Par exemple, si on compare les first name et last name qu'on vient de faire, en SQL Server par défaut, ça va être case insensitive, alors que Postgres, ça va être case sensitive. Il y a plein de détails où on Ouais. va tomber, si on est naïf et on fait, ouais, on va changer de base de données, bah non. Par contre, on aide énormément dans ce travail-là quand même. Comme tu dis, c'est en effet
j'encouragerais tout le monde de bien réfléchir quelle base de données on veut avant de commencer, plutôt que de se dire ouais, on va commencer avec ceci et on va voir après peut-être on fait une transition. Donc, ça c'est assez on va avoir du mal là comme ça. Ta recommandation, là on n'attend pas le monsieur de Microsoft, on attend le passionné. Qu'est-ce que tu recommandes comme type de base de données? Enfin, quelle base de données, quel produit tu utilises? Et on veut pas forcément je suis travaillé chez Microsoft, donc je vends du Microsoft. Complètement. Alors moi, déjà, alors la réponse un peu plus carrée, tout ça, c'est oui, ça dépend de tes requirements et tout ça. Et en effet, il y a des bases de données qui ont voilà, c'est ça mon blabla. Après, moi, je suis un mec de Linux, vraiment. Donc à la base, c'est un peu bizarre de bosser pour Microsoft d'ailleurs. J'étais vraiment un mec de Linux dans ma vingtaine et tout ça. Je détestais Microsoft d'ailleurs à la base, vraiment. J'écrivais Microsoft avec un signe $. Je faisais vraiment partie de ce truc-là. Je viens de cette culture-là. Linux, j'ai installé avec de floppy disks dans les années 90 et j'étais vraiment comme ça. Du coup, je suis un mec complètement Postgres. J'ai pas mentionné ça, mais je suis le maintainer personnellement de tout ce qui est .NET Postgres. Donc, le driver de Postgres pour .NET NPG SQL, je suis un des maintainers. Donc, j'ai réécrit le truc et je suis le owner de ce truc-là. Le provider de EF Core pour Postgres, je suis le seul. Donc, je suis vraiment le owner unique. Je suis le seul à faire du boulot dessus. Donc, en gros, si tu fais du Postgres dans .NET, tu utilises mes composants et je suis un fou furieux de Postgres et j'adore cette base de données. Après, je veux pas non plus dire, voilà, il y a quand même des trucs. Je vois aussi des côtés où SQL Server fait du boulot et il y a certains trucs où il fait des choses meilleures que Postgres. Moi, mon défaut serait Postgres en général en 2026. Mais voilà. Après, je suis là aussi. Je fais énormément de travail pour que SQL Server soit bien supporté dans IF et je connais SQL Server très bien. Je bosse avec ces gens. Ils font un super boulot et certains trucs ils font mieux que Postgres aussi. Ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je propose d'arriver tout doucement au bout de l'épisode et peut-être de refaire un épisode sur un sujet un peu similaire ou un peu différent. Si tu en as d'autres dans ta besace, avec grand plaisir. Ça pourra certainement nous intéresser aussi. N'oubliez pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube et nous soutenir sur tipeee.com/devaps évidemment. Et un grand merci en tout cas, un grand merci à toi. Un grand merci à Adrien. Christophe a dû nous laisser un petit peu parce qu'apparemment il y a eu un petit problème pendant l'enregistrement de l'émission, donc il s'excuse déjà par avance. Mais on pourra continuer cette discussion un peu plus tard aussi. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Shay, vous les mettez sur les notes de l'émission, sur les commentaires de YouTube, et on rajoutera nous dans les notes de l'émission tous les liens que tu peux nous donner avec des références pour pouvoir parler un petit peu de tout ce dont tu viens de nous dire, que ce soit vers SQL Server, vers Entity Framework. Donc, on retrouvera tout ça, évidemment, par après dans la suite de l'épisode. En tout cas, un grand merci encore. À bientôt. Merci à vous. Merci bien. Salut.